l'invité surprise de cette centième est Jacques de Decker, que j'ai pour plaisir. Dans le livre. Moi, je crois que les premiers livres, quels qu'ils soient, ont cette particularité par rapport au deuxième, troisième ou 150e, c'est qu'ils ont été le produit de toute la part de vie qui a précédé ce premier livre. Et en général, j'entendais l'autre jour à la librairie francophone parler à un romancier de 9 ans, mais en général, ça demande un peu plus de temps. Donc, et en tout cas pour un roman, il faut quelques années quand même d'expérience de vie. Par la force des choses, un premier roman contient en partie, directement ou indirectement, tout cela, peut-être plus que les suivants, par la force des choses. Ce n'était pas l'intention, mais c'est forcément comme ça que nécessairement ça se passe. Alors, ce premier livre, roman plutôt, je l'ai écrit quand j'avais 40 ans. Et là, curieusement, je concrétisais une espèce de règle qu'avait édictée Albert Aiguepars, et qui disait « on ne peut pas être romancier avant 40 ans ». Mais je peux comprendre pourquoi il le disait, parce que pour lui, un romancier, c'était quelqu'un qui était capable de parler de questions individuelles, de questions collectives, et presque aussi de questions sociales, politiques. L'idée que nous faisons du roman, et que je me fais par la conséquence du roman, c'est cette idée d'une somme. Et donc il faut un peu d'expérience pour ça. Et cette expérience, elle est chargée évidemment de choses que l'on a vécues et que, irrésistiblement, on met dans le livre. Mais c'est pas l'expérience. Et ma première idée, parce qu'à l'époque, je n'avais jamais écrit de roman, c'était d'en faire une pièce. C'était de faire une pièce sur le modèle de la Ronde. Et j'ai pas pu faire la pièce à cause d'une invalidité que quelques auteurs dramatiques ressentent. C'est que vous n'avez pas terminé une pièce tant qu'elle n'a pas été jouée. C'est une chose que je ressens très fort. Si la pièce n'est pas jouée, elle n'est pas finie. Et j'avais beaucoup de chance. Dans le livre, c'est que pour chacun des chapitres, il est fait référence à une mythologie, ou à une figure mythologique, ou à une figure de l'Antiquité. Ça répondait à quel souci, à quelle volonté, ou à quelle envie de la part du romancier Jacques de Decker? D'abord, disons, titiller les vrais lecteurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont remarqué ça. Parce que je suis très reconnaissant à Jean Joliot d'avoir remarqué cette chose. Quand on fait un livre, on s'adresse à plusieurs publics à la fois. Et je pense qu'il faut s'adresser vraiment à tout le monde, d'ailleurs. Mais en sachant qu'il y a des tas de niveaux au message. Et ça fait partie des messages en douce qui supposent une certaine complicité et qui font chaud au cœur, évidemment, quand c'est relevé, c'est pas vous que je dois le dire. Mais c'est aussi cette idée et qui explique aussi pourquoi, je pense, en général, il y a quand même une certaine préparation à l'écriture, c'est que l'écrivain a une ambition, je dirais, illimitée. Parce que je crois que toute démarche artistique n'a à voir qu'avec une seule chose, c'est avec la mort. Je pense que si l'on y réfléchit bien, sans la mort, il n'y aurait pas de rite funéraire. S'il n'y a pas de rite funéraire, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas... Presque toutes les formes d'art sont des manières, maintenant de plus en plus, je dirais, laïcisées, vais-je dire, de moins en moins sacrées, mais il demeure toujours quelque chose dans la démarche artistique qui consiste à penser que si on gratte quelque chose sur le papier, c'est pour qu'il y ait une trace. Et que cette trace, elle n'existe vraiment comme trace que s'il se vérifie que ça demeure quelque chose de lisible au-delà de sa propre finitude. Et une des manières de marquer ça, je crois, c'est justement de créer des liens avec les époques, de s'inscrire dans une continuité, même si elle est, dans mon cas, souvent ironique. Par exemple, je crois qu'une des figures qui apparaît dans le bouquin, c'est Pégase, mais sous quelle forme? Eh bien, c'est parce que le vieil artiste roule dans une vieille douche complètement
quasiment démoli, mais qu'il a appelé Pégase, alors qu'il ne peut pas dépasser les 60 km/h et qu'il ne peut pas monter sur les autoroutes. Donc voilà. Ben oui, je crois que le roman, c'est, à la différence de la poésie, et puis même aussi du théâtre, le roman peut s'inscrire dans le réel, peut porter témoignage, peut même s'engager. Il y a de très grands livres, très engagés, qui ont subi et qui ont résisté aux atteintes du temps. Les Misérables est un grand roman engagé, en fait, c'est un grand roman politique, il n'y a pas de doute à ça. Donc on peut, à travers le roman, rendre compte de la réalité et la réalité politique, mais en se permettant le luxe de ce que ne fait pas le journalisme, c'est-à-dire de prendre la perspective, de prendre la distance. Et c'est vrai que ce personnage de Cincinnatus continue d'ailleurs à me poursuivre, parce que c'est l'idée que je me fais de la politique, c'est-à-dire que l'homme politique est celui qui se met au service de la cité, aussi longtemps que la cité a besoin de lui, qui accomplit sa mission, et puis quand la mission est terminée, passe à autre chose. C'est un idéal, ça se mesure, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu le héros politique premier pour cette raison. Déclencheur du livre, en fait. C'est ça qui a fait que j'ai dû écrire le livre, parce que je me suis dit, ce crime nous révèle quelque chose qui est de l'ordre de l'enfer de la politique, si on peut dire. Et la preuve, c'est qu'on ne l'a pas encore tout à fait élucidé, parce que c'est trop mystérieux, et parce que ça va au fond de notre société, je pense. Ce n'est pas une question de déterminer des responsables, c'est le fait de constater que, je le dis devant un grand acteur en l'occurrence, bon, la politique ne cesse pas d'évoluer, et elle n'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus maintenant qu'à l'époque, mais la politique à l'heure actuelle est vraiment un métier terrible, un métier en plus qui n'a pas son juste statut dans la société, parce qu'on vient de voir qu'on a raté ses cibles pendant des années, puisqu'on n'a pas arrêté de donner des claques aux politiques alors qu'il fallait le faire aux chefs d'entreprise, ce qui est quand même stupéfiant. Hein? Les politiciens sont les principales victimes de l'opinion publique, alors que la raison essentielle, dans la plupart des cas, c'est dans la majorité écrasante des cas, c'est qu'ils ont envie de rendre service aux autres, bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ceux qui... Pour terminer cet entretien, j'aimerais me livrer un petit exercice qui n'est pas le questionnaire de Proust, mais qui est le questionnaire de Jacques de Decker. J'ai relevé une série de questions que vous aviez posées à des écrivains, et j'en ai choisi 4 ou 5 que j'aimerais vous poser à vous maintenant. Alors, quelle est la principale qualité que l'on doit attendre d'un romancier? C'est une question que vous avez posée à Patricia Highsmith en son temps. Ah oui, mais là je sais ce qu'elle a répondu, mais je suis entièrement d'accord avec elle. Je n'arrête pas de le décliner. Quand j'ai posé la question, elle m'a dit émotion, émotion, émotion. Mais ça vaut pour tous les arts. Je crois qu'un art qui ne provoque pas d'émotion, c'est pas de l'art. Donc c'est la première chose qu'on cherche. Et c'est vrai, je mentirais si je ne disais pas qu'il y a des passages dans les livres dont on a parlé qui ont été conçus dans ce sens-là, c'est-à-dire de placer le lecteur devant une émotion, mais une émotion qui l'amènerait à aller plus loin. La scène dans laquelle, dans le vent de la baleine, la veuve du mort se rend au chevet de sa maîtresse à l'hôpital, est une scène que j'ai longuement préméditée et que je voulais écrire comme ça, et dont je vois très bien, même des années après, qu'elle suscite des réactions et des commentaires qui montrent que ça a porté. C'est que je voulais montrer jusqu'où l'amour est allé.